Mais je reprends la parole parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler des filles. Dans le rugby, actuellement, il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent que de garçons. C'est pas paradoxal, hein, c'est comme ça, c'est la société. Avec le règlement, le cadre, elles se sentent de mieux en mieux dans le rugby. Et justement, on est obligé de se former pour pouvoir bien les accueillir. Ce qui vient d'être dit sur les harceleurs, et du coup je suis contente d'être venue pour 2 raisons, parce que d'abord pour expliquer un petit peu les protocoles qui sont mis en place et confirmer ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire dans les protocoles du programme phare, les harceleurs ne sont pas mis de côté, hein, et en particulier garçons, ça confirme ce que vous dites, c'est-à-dire on parle de préoccupation partagée, hein, donc en fait il fait partie prenante de la solution également, ce qui fait voir un petit peu les choses différemment pour eux. Et en tant que CHO, donc Chief Happiness Officer, là j'avais mis en place en collaboration avec la vie scolaire un soutien au comportement positif pour des élèves de 6e, c'était que des garçons, avec lesquels la vie scolaire était arrivée en bout de tout ce qu'on pouvait faire en matière de discussion, punition, etc., onction, etc. Et j'ai pris ces élèves pendant 1 mois. Et la première fois où je les ai reçus, ça a été très étonnant parce qu'ils s'attendaient à se faire gronder. Et en fait, on a travaillé sur eux, sur les émotions, sur ce qu'ils ressentaient pour pouvoir avancer. Et ça a été une aventure absolument formidable et des résultats très positifs. Je suis donc professeur certifié en lettres modernes, en REP+, et depuis 2018, en fait, j'enseigne l'empathie grâce à la neuroéducation, et notamment dans ma classe de français. Et aussi avec le dispositif décrochage scolaire et devoir fait. Et en fait, le constat, c'est pour ça que ça m'a fait réagir quand vous avez parlé en tant qu'éducation nationale. Et je voulais rebondir aussi par rapport aux solutions surtout. Parce que le constat, c'est tout simplement que quand on est seul, et en 2018, on n'en parlait pas autant des compétences psychosociales et de l'empathie. Et donc forcément, j'étais un peu un ovni. Et donc dans les REP+, et en dehors, hein, il n'y a pas que les REP+, en général dans la société, on constate des micro-violences, des faits de harcèlement, mais les gens ne comprennent pas que ce sont des faits isolés, mais pas forcément par les mêmes personnes. C'est juste une violence qui est subie quotidiennement et de façon répétée, et pas forcément par les mêmes personnes, même si elles forment le même groupe parfois. Et en fait, quand on est seul dans sa classe à changer la géographie de l'espace, les relations, les enfants qui sont dans la banalisation de la violence, ils vivent ça comme une faiblesse et ils nous attaquent 2 fois plus. Et si on n'est pas soutenu, et c'était le cas en 2018, hein, par la hiérarchie, on va le dire clairement, ou par certains collègues, etc., on finit vite en burn-out, ou on finit vite par en avoir un peu assez, et d'essayer de créer un bouclier. Donc ma question, ça va être un peu, vous êtes tous là, même le sport, parce que c'est vrai, ça m'a fait réagir, parce que j'ai beaucoup de collègues de PS. Il faut voir comment ils les malmènent à l'ancienne, vous voyez, comme dans les traditionnelles maisons de danse classiques, où pour pousser les enfants dans un niveau supérieur de sport, il faut obligatoirement être un peu violent, les bousculer, ils vont facilement les toucher, ou même leur mettre des petites claques encore, hein, en 2024. Et donc chacun d'entre vous, je pense que vous avez peut-être une réponse. Quand on n'est pas encore soutenu totalement, comment vous faites par exemple des interventions avec votre association pour aider les personnes à pouvoir expliquer aux adultes et aux enfants, hein, parce que moi je vois des enseignants être très violents avec des enfants, les mettre à l'écart, on parle d'inclusion, enfin là c'est la totale, mais on parle d'inclusion avec les ULIS, les troubles 10, enfin il faut voir comment on les traite dans la réalité sur le terrain. C'est pour ça que quand je vous ai entendu parler, je comprends que vous faites partie de l'éducation nationale, comme moi, mais la réalité, elle est très violente. Donc voilà, moi je vais... Vous avez des réponses, on devrait la dupliquer pour la faire fois, je sais pas combien. C'est elle qu'il nous faut, partout. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez besoin d'un CHO dans votre établissement, a priori. Hein. Alors, vous n'êtes pas toute seule, hein, voilà. En fait, vous avez raison, hein, c'est le constat que j'ai fait. Et moi, l'expérimentation a été
très étonnante parce que je suis dans un établissement qui est plutôt, on va dire, tranquille, ce qu'on appelle, voilà, favorisé même, hein, voire. Et en fait, la souffrance des élèves, des enseignants, des personnels m'a effarée. Hein. Et pendant 2 ans, je peux vous dire que j'ai travaillé de 6h du matin jusqu'à 6h du soir dans l'établissement pour mener à bien toutes les missions que j'avais à mener et apporter du bien-être au personnel, aux élèves, enfin à l'établissement de façon générale. Alors, ce que vous dites, et on en est conscient, hein, donc plus c'est difficile évidemment, et plus la violence appelle la violence, hein, on le sait. Hein, et quand je dis vous n'êtes pas seul, c'est que ces expérimentations, et bon, moi c'était énorme, hein, c'était très gros, mais il y en a des petites, comme ce que vous faites vous dans votre classe, se fait dans beaucoup d'établissements. Tant que le chef d'établissement n'est pas partie prenante, ben ça n'avancera pas, ça c'est un fait, hein, et je l'ai vécu. Alors, voilà, la dame elle dit, les gens qui ne sont pas dans l'éducation nationale ne le savent pas. Oui, oui, ils ne savent pas que ce qu'on vit, ça dépend de la hiérarchie, et qu'en fait, si on n'a pas la hiérarchie qui nous soutient, et souvent c'est de la violence par la hiérarchie qui est subie, plus l'adulte enseignant, quand tout à l'heure vous avez parlé très justement de cette violence qui n'est même pas reconnue, c'est-à-dire qu'on va les virer jusqu'à un certain point où ils sont en virée de l'établissement, et on va les changer dans un établissement, ça commence dès la primaire. Hein. Et maintenant, ils votent avec le harcèlement, l'autorisation, la nouvelle loi qui est passée d'autorisation que quand le harceleur, s'il a fait trop de harcèlement, on peut le virer aussi. Et il va être puni par la loi. Et alors, quand on entend les quand on entend les personnels qui sont pas encore formés d'ailleurs, hein, par le dispositif phare, parce que Monsieur Adnani, qui fait partie du pôle de lutte contre le harcèlement, qui est un pôle innovant dans toute la France, au niveau de la lutte contre le harcèlement scolaire au rectorat de Nice, pour l'instant, ils sont en test, hein, c'est-à-dire qu'ils développent. C'est très bien que vous en parliez parce que j'ai rencontré Monsieur Nani il y a 3 semaines. Il venait pour rencontrer l'équipe ressources phare de l'établissement dans lequel je travaille. Et je lui ai présenté mon travail de CHO, qu'il ne connaissait pas. Oui. Et il a été emballé, effaré, et il m'a demandé un bilan là-dessus. Et en disant que le harcèlement pouvait certainement rentrer dans ces fonctions-là. Je lui ai expliqué non. J'ai dit c'est pas le harcèlement qui doit rentrer dans les fonctions du CHO, c'est le CHO dans lequel il faut faire rentrer les fonctions de harcèlement. Parce que le CHO, c'est quelque chose qui est le bien-être en général, et c'est pas un petit élément qu'il faut prendre en compte, mais c'est une globalité. Voilà. Donc je pense que ça avance, hein, mais le problème c'est que ça avance doucement, et ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème sociétal. Et un problème sociétal, on ne peut pas le régler avec des petits pansements de le programme harcèlement, le problème ceci, le problème cela. Voilà. Ma question, comment on fait, parce qu'on voit clairement que ça vient des violences intrafamiliales, et encore plus loin des violences qu'on appelle soit des violences douces, soit les violences éducatives ordinaires, qui font que de toute manière c'est pas reconnu, et quand l'enfant nous montre qu'il est en mal-être, le personnel d'éducation, de toute manière, il n'arrive même pas lui-même à être en auto-empathie pour comprendre qu'il est lui-même violent, pour pouvoir aider l'enfant. C'est ça, ça a été mon travail, c'est-à-dire être, voilà, c'est ça, c'est-à-dire... Là, je m'adresse à moi. Ouais, je vais lui donner la parole, c'est-à-dire de montrer à tout le personnel qu'eux aussi, ils ont besoin d'aide, qu'eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés, et de façon à pouvoir faire passer la chose. En fait, ce qui est important, nous, quand on sensibilise, d'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais donc, les Amis de Romy, aussi, on a un énorme partenariat avec le handicap. Donc, moi, je suis dans la boucle interministérielle du handicap avec Marie Rabatel, qui est l'experte dans les violences dans le handicap. Et donc, nous allons sensibiliser d'une façon la plus bienveillante, parce qu'ils sont 4 à 6 fois plus touchés, ces enfants en situation de handicap, par leur vulnérabilité. Et ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que c'est à tous les échelles. C'est-à-dire que si on ne forme pas, que ce soit tout là-haut, les chefs d'établissement, c'est pour ça que quand moi je viens avec l'association, je rencontre l'équipe pédagogique, les directeurs, et j'explique notre protocole. Notre protocole, évidemment, c'est aussi par différentes tranches d'âge, c'est-à-dire qu'on ne sensibilise pas un enfant de 4 ans comme un enfant de 18 ans de la même façon, évidemment. Nous avons tout un protocole auditif, aussi avec l'audio, parce qu'on développe d'autres stimuli chez les enfants. Ils entendent, ils voient, le visuel. Du coup, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir cette reconnaissance. Je pense que ça marche parce que du coup, les enfants parlent. Et que quand il y en a un qui parle, il y en a 10 qui parlent. Donc, c'est qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne, là. Donc, et ce qui est important, c'est que souvent, l'équipe pédagogique est là, écoute. Donc, il y a eu le rugby club. Ils ont été effarés, ce sont des enfants qui connaissent tous les jours, qui accompagnent tous les jours.
Et quand j'ai posé les bonnes questions, parce qu'on ne lui pose jamais ces questions, ils ont été effarés, ils se sont dit mais on les connaît depuis longtemps ces enfants-là, ils n'ont jamais parlé. Ben oui. Donc c'est important aussi que cette équipe pédagogique soit derrière, vous, prenne le relais après derrière. Donc c'est-à-dire qu'à reconnaître ces signes et à pouvoir les accompagner tout de suite. Alors, évidemment, on est là, puisque nous, on est là avec des équipes aussi professionnelles, mais on ne demande pas on va dire à l'éducation nationale d'être aussi formé que nous, c'est pas ça. C'est aussi ce côté alerte. Mais le problème, c'est que ces sujets-là restent encore très tabous. On parle de harcèlement, c'est-à-dire que là, on fait une cause nationale. Notre président a dit que ce serait une cause nationale, mais j'attends toujours, parce que sur le terrain, c'est pas ce qui se passe, et notamment sur le harcèlement et le cyberharcèlement, et qui est vraiment, j'insiste, absolument catastrophique, parce que le harcèlement qui se passe à l'école continue à la maison, et notamment nos jeunes qui ont comme référence leur téléphone et tous les réseaux sociaux et les téléréalités et compagnie, j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout de repères, ces enfants. Ils n'ont pas de repères et donc du coup, ils vont s'identifier à ces gens-là. Et c'est dramatique parce que moi, dans les sensibilisations, notamment pour les grands, j'énumère toutes les cyberviolences. Et à savoir qu'il y en a une chaque jour, une nouvelle. Alors même moi qui suis dans tous les jours, je dis qu'est-ce que c'est que ce nom en anglais encore? Il y en a plein. Et en fait, ces enfants-là, je les vois. J'en ai parlé beaucoup pendant 2 jours aux personnes qui étaient au forum. Ces enfants-là, je les vois devant moi se décomposer, autant les enfants victimes que agresseurs, parce qu'en fait, quand on énumère, c'est-à-dire on verbalise les violences, parce qu'en fait, ils pensent que c'est pas un problème. Ne serait-ce par exemple un exemple, on filme une scène de violence et qu'on va la partager sur les réseaux. C'est puni par la loi. Donc quand j'énumère toutes les cyberviolences, il y en a une tonne, et à la fin je dis, ça s'appelle du cyberharcèlement. C'est puni par la loi. Et les avocats qui derrière, qui empilent, je ne vous dis pas comment ils sont pas bien les enfants là. Et on voit parce que nous avons une échelle avec le harcèlotomètre. Je ne sais pas si vous connaissez le violentomètre qui est très très bien. C'est une échelle en fait où on passe de la grille colométrie du vert au rouge et en fait l'enfant peut s'identifier où il se situe avec des questions où il se situe dans la violence, il se sent agresseur ou victime. Et du coup l'enfant peut-être se dit je me retrouve dans l'échelle, ça craint donc je peux parler. Donc ça c'est pas mal ces outils-là, c'est bien dans les écoles d'utiliser ça. Moi j'utilise beaucoup pour les plus grands et qui n'ont pas la notion en fait de comprendre qu'ils ont été victimes ou agresseurs. Et les enfants, j'ai eu toute une série d'ados, là, des gaillards, 17-18 ans, là, et j'ai vu qu'ils se décomposaient parce qu'ils ont compris qu'ils étaient des agresseurs. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis de cette sensibilisation en comprenant. Voilà, je reprends ce que vous venez de dire sur l'absence de cadre et la défaillance sociale. Un exemple, à Sanary, il n'y a pas longtemps, il y a eu Camille Kouchner qui a fait un livre que je ne voulais pas lire. Et puis finalement, je l'ai lu, et il est terrible et passionnant, parce qu'il confirme ce que vous avez dit. Il y a plus d'absence de cadre. La mère et sa tante, 2 femmes remarquables, n'étaient jamais là. Et même Camille Kouchner dit, tu as 12 ans, moi à ton âge, qu'est-ce que tu attends? Moi à ton âge, j'y étais déjà passé. Elle écrit ça, elle dit ça à sa fille. Le père, on ne sait pas où il court le monde, et peut-être même interplanétaire sûrement, il court le monde, et il y a Duhamel, puisque je le dis, puisque tout le monde le sait, c'est devenu public, ne se rend pas compte, ce que vous avez dit, que le garçon qui est là, il en a la charge éducative, et il ne se sent pas père, et il ne le sent pas comme son fils. Il a donc des relations sexuelles, homosexuelles, avec ce grand garçon. Et il ne se sent pas père, parce qu'il n'y a plus le cadre qui permet d'acquérir ce sentiment d'être père qui empêche, qui inhibe complètement toute pulsion sexuelle. Et c'est ce que je viens de dire, que vous trouverez dans Familia Grande, le livre de Camille Kouchner, vous le trouverez dans Woody Allen, à propos de rien. On lui reproche d'avoir des relations sexuelles avec sa fille, mais il dit, mais c'est pas ma fille, c'est la fille adoptive de ma femme.
moi je ne suis pas son père. Et la fille dit, j'ai attendu 18 ans pour avoir des relations sexuelles avec lui. On ne connaît pas sa date de naissance, elle peut dire ce qu'elle veut. Il ne se sent pas père. Si vous voulez, Jacques Anquetil, le cycliste, sa petite fille a écrit un livre où personne ne se rend compte que l'inceste, c'est un crime. Ils ne se sentent pas père, ils ne se sentent pas mère. C'est la femme qui a demandé à sa fille d'avoir des relations sexuelles avec son mari pour que la fille puisse donner un enfant qu'elle ne pouvait plus lui donner. On est en plein bouleversement des cadres sociaux, des cadres familiaux. Les enfants n'ont plus de repères. Donc on ne sait pas, quand on ne sait pas qui est qui, on ne se rend même pas compte que c'est un crime. On passe à l'acte sous l'effet d'une pulsion. Où est le crime? Ce que vous disiez tout à l'heure, le déni marche très très bien. Je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Tous les pères incestueux et parfois les violeurs disent « je ne comprends pas ce qu'on me reproche ». Donc, et ça c'est dû à ce que vous disiez tout à l'heure. Notre société est en train de désolidariser et surtout de déstructurer les cadres familiaux. Donc on ne sait plus qui est qui et on ne sait plus ce qui est interdit. Il me semble important, avec tous ceux qui sont là, que Madame Perret puisse donner 2-3 éléments pour repérer la souffrance des enfants. Déjà, c'est par tranche d'âge, donc déjà, on peut voir plein de signes du bébé, parce qu'en fait, justement, sur la réglementation européenne, on se base sur ça, parce qu'on sait que les contenus cyberpédocriminels, on sait que 10%, il y a des enfants, 30% pardon, des contenus, il y a des enfants de moins de 10 ans, dont des bébés. Donc les viols sur bébés, c'est systémique. Donc évidemment, c'est terrible ce que je dis, mais c'est la réalité. Et en fait, il y a énormément de signes, notamment sur les bébés. Justement, on va dire, ce problème de motricité, un bébé complètement apathique, il ne mange pas, des reflux gastriques, bon là, il y en a beaucoup, hein. C'est par tranche d'âge, j'en ai bien. Je vous invite à venir à une conférence que je donne, hein, voilà, comme ça vous saurez plus par détail. Et après, c'est tous les enfants, ça peut être un changement d'humeur brutale, on passe de la colère, les colères sont souvent systématiques. Après, il y a plein de ce qu'on appelle les symptômes post-traumatiques, c'est-à-dire que, après je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très long, il y a des mécanismes de victimes qui s'appellent la sidération, la dissociation et l'amnésie post-traumatique que les enfants subissent très tôt. Et malheureusement, c'est-à-dire que ces violences, on va se retrouver dissociés pour que ce soit moins difficile. C'est le cerveau qui est bien fait pour un système de survie. En fait, c'est le docteur Samuel Samona qui a mis ça en place. Et en fait, c'est très important de comprendre ces mécanismes-là pour comprendre les enfants, ce qu'ils vivent. Et souvent, c'est aussi des insomnies, des cauchemars, c'est des problèmes évidemment gastriques, des problèmes dermatologiques, des problèmes cardiologiques. C'est des comportements, il y a énormément de comportements. Un enfant qui est tout le temps triste aussi, un enfant qui est apathique, qui ne mange pas, qui est boulimique, qui est anorexique, qui a des idées suicidaires. Parce que malheureusement, tout ce qui est aussi harcèlement et cyberharcèlement, ce sont des enfants qui ne parlent jamais. Jamais. Ils ne parlent que quand ils ont confiance, quand on les écoute, dans l'empathie. Dès qu'ils se sentent en confiance, en sécure, ils parlent. Merci pour cette conclusion. On va applaudir bien fort nos 4 intervenants.